Imaginons un instant une force militaire étrangère vivement expulsée d'un pays par une foule en colère. Oui, au nom de la souveraineté nationale, tout à fait. Exactement. Pour ensuite réapparaître silencieusement quelques mois plus tard, juste de l'autre côté de la frontière. Et armé de drones de surveillance de pointe en plus. Voilà, c'est exactement le scénario qui se déroule en ce moment même en Afrique de l'Ouest, redessinant discrètement l'équilibre des pouvoirs sur le continent. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce mercredi 1er avril 2026. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre analyse matinale. Ce bulletin est conçu pour livrer l'actualité avec la rigueur, le calme et le recul professionnel nécessaires pour appréhender les événements complexes de notre époque. Absolument. Sans céder à la panique, en examinant minutieusement les faits, c'est essentiel. C'est notre méthode, en effet. La dynamique géopolitique majeure de ces 2 dernières semaines exige une attention toute particulière. Nous observons une expansion significative des mouvements djihadistes en Afrique de l'Ouest. Une expansion qui, par un effet de balancier direct, a déclenché un redéploiement, un soutien militaire très pragmatique de la part des États-Unis. Tout à fait. Mais avant de plonger dans les rouages de cette crise, il convient de préciser que cette exploration approfondie est rendue possible par notre sponsor ProWays AI C'est exact. et qu'elle est générée par Stylo News, une application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, pour ceux qui suivent ce bulletin, le nom de Stylo News est familier. Mais il est important d'en comprendre la mécanique interne. Oui, expliquez-moi un peu. En fait, il s'agit de la version grand public d'un logiciel beaucoup plus vaste, qui s'appelle Stylo IntelOps. D'accord. Ce dernier est un outil analytique de pointe, initialement conçu pour les opérations d'entreprises complexes, les gouvernements et les forces armées. Donc on met un outil de professionnel entre les mains du grand public. C'est ça. En s'appuyant sur cette technologie de niveau institutionnel, l'audience bénéficie d'un accès unique à un instrument stratégique mondial. L'objectif, c'est de traiter l'information publique avec la même précision chirurgicale, la même profondeur d'analyse que les décideurs internationaux. Et la mission de notre édition d'aujourd'hui s'inscrit précisément dans cette démarche. Absolument. Il s'agit d'analyser de manière strictement impartielle une masse considérable de rapports de renseignements, de dépêches diplomatiques et d'articles de presse parus très récemment. L'enjeu n'est pas simplement de lister des événements de manière chronologique. Non, bien sûr que non. Il faut dégager les modèles sous-jacents, évaluer les impacts tangibles au niveau local, national et international. Et surtout, décrypter les actions envisagées par les différents acteurs, qu'ils soient étatiques ou non étatiques. Tout à fait. Pour comprendre l'ampleur de la situation actuelle, il faut d'abord se pencher sur les données factuelles qui font du Sahel l'épicentre mondial du terrorisme aujourd'hui. Et les chiffres sont frappants. Si l'on examine les conclusions du Global Terrorism Index pour les années 2025 et 2026, la concentration de la violence asymétrique s'est massivement déplacée. C'est un changement radical de la carte, n'est-ce pas ? Totalement. Le Sahel regroupe désormais près de la moitié des décès liés au terrorisme à l'échelle mondiale. La moitié, c'est un chiffre astronomique. Oui, et l'ampleur de la détérioration est telle que le nombre de victimes a été multiplié par 10 depuis 2019. Par 10 en si peu de temps. Et au cœur de cette tempête, il y a le Nigeria ? Effectivement, le Nigeria illustre parfaitement cette dégradation. Il s'est hissé à la 4e place mondiale des pays les plus touchés. Les données indiquent une augmentation de 43% des attaques sur le sol nigérien. 43%, c'est presque la moitié en plus. C'est ça, entraînant la mort de 750 personnes au cours de la seule année écoulée. Et ces statistiques macroscopiques, elles se traduisent par des événements tactiques très précis sur le terrain. Oui, ça démontre une évolution dans les modes opératoires des insurgés. Les rapports détaillent par exemple cette série d'offensives coordonnées menées par l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Connu sous l'acronyme ISWAP, oui. Exactement, l'ISWAP. Entre le 5 et le 9 mars dernier, ce groupe a ciblé simultanément 4 bases militaires dans l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Une opération d'une grande envergure. Très grande, oui. Le bilan matériel et humain est lourd. Au moins 65 soldats ont perdu la vie et l'on rapporte l'enlèvement massif de 300 civils. Majoritairement des femmes et des enfants, selon les sources. C'est exact. Et la menace ne se cantonne plus aux acteurs établis de longue date. Plus récemment, le 24 mars, une embuscade particulièrement meurtrière a frappé l'État de Kebbi.
Ah oui, cette attaque attribuée au groupe Lekurawa. Voilà, une faction dont l'influence grandit de jour en jour. Elle a coûté la vie à 10 membres des forces de sécurité ainsi qu'à un civil, ce qui soulève une question fondamentale sur la manière dont ces groupes opèrent aujourd'hui. Ce ne sont plus de simples guérillas isolées, effectivement. Non, pas du tout. L'observation des données tactiques confirme cette lecture. Les réseaux tels que l'ISW, la faction historique de Boko Haram ou encore le JNIM, Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda. c'est ça. Eh bien, ils maintiennent une liberté de mouvement extrêmement préoccupante dans ces vastes étendues ruraux. Et ce qui modifie l'équation, c'est l'acquisition croissante d'armes antiaériennes. Et l'utilisation de drones aussi, n'est-ce pas? Absolument. Des drones commerciaux modifiés pour larguer des explosifs. Cette sophistication, bien que rudimentaire comparée aux armées régulières, annule en partie l'avantage aérien des forces gouvernementales. Ça complique sévèrement les opérations de contre-insurrection. En fait, pour bien visualiser la manière dont cette menace se propage, je pense qu'il faut s'écarter des anciennes représentations. On a longtemps imaginé ces groupes confinés dans des bastions isolés. Oui, une vision très statique. Exactement. En réalité, le mécanisme d'expansion s'apparente davantage à une plaque tectonique mouvante ou, disons, à de l'eau qui s'infiltre dans les fissures d'un barrage défectueux. C'est une excellente analogie. L'insurrection ne se déplace pas au hasard. Elle suit scrupuleusement les lignes de moindre résistance là où l'État central est le plus faible. C'est ainsi que la menace glisse du nord-est historique du lac Tchad vers le nord-ouest et le centre du Nigeria. Le fameux triangle Kébi-KNJ-Borgou. Voilà, ce triangle est devenu, par cette logique d'infiltration, un corridor d'insurrection béant. Et cette eau continue de couler vers le sud, menaçant désormais les États côtiers comme le Bénin. Cette propagation continue apporte la preuve factuelle que l'architecture de sécurité traditionnelle a atteint ses limites opérationnelles. Une architecture largement soutenue par les capitales européennes ces dernières années. Tout à fait. Et cet échec militaire a généré une friction politique immense. Il a provoqué une rupture diplomatique sans précédent, redéfinissant les concepts même de souveraineté et d'alliance dans la région. Ce qui nous amène à examiner cette redéfinition politique majeure. Plusieurs nations ont choisi de rompre frontalement avec l'ordre établi. Et l'épicentre de cette réorganisation, c'est l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Une coalition forgée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est cela. Ces gouvernements de transition, tous issus de coups de force militaires, ont systématisé le rejet de l'influence de la CEDEAO ainsi que celle des anciennes puissances coloniales et de l'Europe dans son ensemble. La matérialisation de cette doctrine est très documentée. Prenons la confrontation avec l'Union européenne. L'ASED a publié des communiqués condamnant fermement une récente résolution du Parlement européen. Une résolution qui exigeait la libération de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. Exactement, renversée en 2023. Pour les dirigeants de l'Alliance, cette exigence est dénoncée comme une ingérence paternaliste dans leurs procédures judiciaires internes. Et cette rhétorique gouvernementale trouve un écho certain au sein des populations. Les rapports décrivent une mobilisation civile à l'appui de cette posture souverainiste. Le 21 mars, on a vu défiler environ 1 millier de manifestants à Niamey. Dont une forte proportion de femmes d'ailleurs. Oui, dénonçant toute forme d'ingérence occidentale. Face à ce climat de défiance assumé, la réaction des chancelleries européennes ne s'est pas fait attendre. Non, en effet. Les capitales occidentales procèdent à un réajustement drastique de leur posture de risque. L'Allemagne, invoquant des probabilités élevées d'enlèvement, a ordonné l'évacuation de son personnel diplomatique non essentiel de Niamey. Un signal fort. Très fort. Parallèlement, le gouvernement du Royaume-Uni a profondément révisé ses conseils aux voyageurs. La liste rouge britannique déconseille désormais les déplacements dans 47 pays. 47 pays, c'est énorme. Et 11 font l'objet d'une interdiction totale, englobant sans surprise le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La France, de son côté, poursuit la relocalisation de son dispositif militaire vers des partenaires côtiers jugés plus stables, comme la Côte d'Ivoire et le Bénin. L'observation de ce désengagement soulève une interrogation logique. Si ces nations de l'AES rejettent si catégoriquement l'aide militaire occidentale au nom de la souveraineté, comment comble-t-elle ce vide sécuritaire immense? C'est la question centrale. Parce que la logistique, le renseignement, l'entretien des équipements requièrent des ressources immenses. Sont-elles réellement autonomes ou observons-nous simplement un transfert de dépendance?
L'analyse des mouvements logistiques penche clairement vers la seconde hypothèse, ce transfert de dépendance. La nature a horreur du vide. L'AES s'est rapidement tournée vers de nouveaux pourvoyeurs. La Russie joue ici un rôle central. Notamment via les structures héritières du groupe Wagner. C'est ça, aujourd'hui réorganisé sous l'égide de l'Africa Corps. La différence fondamentale réside dans le mécanisme du partenariat humain. Le soutien russe est fourni sans conditionnalité liée à la gouvernance démocratique. Il se concentre uniquement sur la sécurisation immédiate des régimes. Exactement. Et la Russie n'est pas le seul acteur. Non, les rapports font état d'une diversification des fournisseurs. La Turquie est devenue incontournable avec l'exportation de ses drones de combat. Des drones qui offrent une capacité de frappe aérienne à moindre coût. L'Iran et, selon certaines sources satellitaires, la Corée du Nord apparaissent également dans les circuits d'approvisionnement en système de défense antiaérienne. Mais il est fascinant d'observer comment ce basculement est perçu à l'intérieur même de ces pays. Sur les plateformes sociales, la situation est loin d'être univoque, n'est-ce pas? Loin de là, il y a d'une part un courant de fierté patriotique indéniable, célébrant la fin d'une relation jugée asymétrique avec l'Europe. Mais d'autre part, beaucoup s'inquiètent. Ils s'inquiètent des contreparties. Voilà, une question récurrente émerge. Ces nouveaux boucliers militaires se payent-ils par des concessions massives sur les ressources naturelles nationales, comme l'uranium au Niger ou l'or au Mali ? Cette fragmentation de l'opinion locale illustre bien la complexité des choix opérés. Mais ce qui est certain, c'est que l'éviction brutale des forces européennes a provoqué une onde de choc jusqu'à Washington. Les stratèges américains ont réalisé que l'attachement strict à leur principe d'aide conditionnée risquait de les exclure totalement d'une région à l'importance stratégique mondiale. Ce qui a conduit à une réévaluation complète, à un retour pragmatique, ce que les analystes qualifient désormais de pivot nigérien. L'administration américaine, sous l'impulsion de la présidence de Donald Trump, a procédé à un réalignement spectaculaire. Historiquement, la loi américaine impose des restrictions sévères sur la coopération militaire avec des régimes issus de coups d'État. Oui. Aujourd'hui, on observe un glissement de cette conditionnalité vers un pragmatisme purement transactionnel, dicté par l'urgence de contrer l'ISWAP et l'influence russe. Ce pragmatisme se traduit par des manœuvres diplomatiques très discrètes. Les sources diplomatiques indiquent que l'émissaire américain Nick Checker a entamé des pourparlers facilités par la médiation du Togo avec les autorités maliennes. L'objectif n'est pas de rétablir une alliance politique large, je suppose. Non, c'est d'obtenir l'autorisation technique de reprendre les vols de drones de renseignement au-dessus du territoire malien. Une nécessité motivée par la localisation complexe d'un pilote américain actuellement retenu en otage par le GNIM. Je comprends la logique de sauvetage, mais le développement le plus lourd de conséquences concerne la réimplantation physique des forces américaines. Après avoir abandonné leur base d'Agadez, au Niger, en 2024, ils n'ont pas quitté la région. Ils ont simplement franchi la frontière sud. Exactement. Actuellement, un contingent d'environ 200 soldats américains, accompagnés de drones MQ-9 Reaper, a pris position à Bauchi, dans le nord du Nigeria. Les communiqués insistent sur le fait qu'il s'agit d'une mission de formation et de surveillance. Les Américaines sont engagées dans un tel rôle au Nigeria. Comment le gouvernement de Bola Tinubu justifie-t-il cela face à sa population ? C'est un dilemme interne complexe pour Abuja. Du côté de l'état-major de la défense nigérienne, l'accueil est plutôt favorable. Parce qu'ils font face à une attrition sévère de leurs troupes. Absolument. La surveillance en temps réel offerte par les capteurs des drones américains est vue comme un multiplicateur de force indispensable. Pour eux, l'urgence tactique prime. Cependant, la grille de lecture est très différente au sein de la classe politique et de la société civile. De nombreux leaders d'opinion expriment une vive inquiétude. Héberger une force étrangère est perçu comme une entorse à la souveraineté du Nigeria. Et d'autre part, certains redoutent qu'une présence américaine visible ne transforme le nord du pays en un aimant pour le terrorisme transnational. Attirant des combattants désireux de frapper un symbole de Washington. Les notes de renseignement citent d'ailleurs les déclarations alarmistes de l'ancien émissaire américain Sam Brownback. Oui, son avertissement est sévère. Si les tueries continuent, c'est le pays tout entier qui risque la fragmentation. Et cette militarisation accrue, ces tensions géopolitiques, elles ne flottent pas dans le vide. Elles ont des répercussions directes sur l'économie et la stabilité sociale. C'est le mécanisme des impacts collatéraux. L'interconnexion entre la stabilité sécuritaire et l'économie est flagrante. Prenons la rivalité gazière entre l'Algérie et le Maroc pour relancer le gazoduc transsaharien. Un projet évalué à plus de 13 milliards de dollars. Mais la viabilité d'un tel investissement est liée à la sécurisation physique de milliers de kilomètres de tuyaux à travers le désert. Une tâche titanesque face à l'expansion djihadiste. Le domaine de l'énergie est au centre des frictions. Même dans le delta du Niger, au sud du Nigeria.
L'État peine à sécuriser ses propres ressources. Des litiges ont éclaté autour des contrats de surveillance des oléoducs. Oui, des communautés locales exigent la décentralisation de ces contrats. Cette pression sur les finances publiques se retrouve ailleurs. L'incertitude économique pousse des gouvernements à recourir à des manœuvres risquées. Au Sénégal, par exemple. Des audits ont mis en lumière l'existence de dettes souveraines cachées, atteignant 750 millions d'euros. Et bien que le Sénégal soit préservé de la violence directe, la nervosité des marchés assèche les financements. Cette détérioration redessine également les flux humains, n'est-ce pas, Sam? Oui, l'Union européenne a dû modifier sa gestion des frontières, signant des accords migratoires avec le Nigeria et le Ghana, pour externaliser le contrôle des flux. Et au-delà de l'économie, c'est l'espace civique qui subit une forte contraction. La répression médiatique, par exemple. Le journaliste malien Youssouf Sissoko, emprisonné pour des publications jugées critiques. Les populations sont prises en étau, entre la violence des insurgés, les blocages économiques et la restriction des libertés civiles imposées par les gouvernements. Mais la société civile montre une résilience incroyable. À Bamako, malgré la menace, s'est tenue la 18e édition du festival littéraire. Un symbole puissant de résistance intellectuelle. Tout à fait. Pour synthétiser les événements à surveiller, que prévoient nos sources pour les mois à venir? 3 choses probables. D'abord, la poursuite et l'intensification des opérations de drones américains depuis le Nigeria. D'accord. Ensuite, la formalisation de la réintégration diplomatique du Mali avec l'Algérie sous l'égide de l'AES. Et enfin, des réformes sécuritaires pressantes au Nigeria pour éviter un effondrement local. C'est un horizon complexe. Et c'est sur ces perspectives que s'achève l'analyse purement factuelle de ces bulletins. En sortant un peu de notre cadre formel, il faut avouer que l'étude de ces dynamiques est absolument fascinante, non? Oh, totalement. Suivre tout cela au jour le jour peut s'avérer écrasant, c'est vrai. Et c'est là que l'outil de notre sponsor, Stylo News, prend tout son sens. Exactement. Que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, l'application permet de personnaliser ses propres bulletins de type renseignement. Face à la surabondance de données, l'application compile des informations issues de centaines de titres de presse traditionnels et de X. Et cela permet de se forger une opinion sans se perdre dans le bruit médiatique. Nous vous invitons vraiment à vous abonner pour obtenir ces informations propulsées par l'IA à la demande sur www.stylonews.com. C'est un outil précieux. Un immense merci à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de décortiquer ces sujets. N'hésitez pas à nous suggérer des thèmes pour de futures explorations et à suivre Stylo News sur vos réseaux favoris. Merci à tous pour votre fidélité. Avant de nous quitter, une dernière réflexion découlant de nos sources. Avec le déploiement de drones américains ultra sophistiqués d'un côté et l'utilisation croissante de drones commerciaux modifiés par les insurgés de l'autre, Oui. entrons-nous dans une ère où le contrôle de l'espace aérien sahélien deviendra aussi farouchement contesté que le sol, redéfinissant totalement les règles de la guerre asymétrique en Afrique? C'est une question qu'il faudra garder à l'esprit. Une excellente question. À très bientôt pour une nouvelle analyse.